Bonjour. Pour faire suite à l'introduction du professeur Cyril Tarquinio, je souhaiterais, en tant que président de l'Association francophone du trauma et de la dissociation, remercier une nouvelle fois l'équipe du CFP de nous accueillir à ce forum des associations. En abordant la thématique du trauma complexe, notre propos en tant que société savante est vraiment de mieux faire connaître aux soignants des formes de psychotrauma peu ou mal pris en compte, mal évaluées, mal accompagnées. C'est donc tout logiquement qu'il semble important de se pencher sur les spécificités cliniques du trauma complexe. Et dans cette brève présentation, je démarrais par quelques questions euh, que je vais partager avec vous autour des spécificités cliniques, donc du trauma complexe. Il sera tout d'abord question de quand date ce distinguo entre trauma simple et trauma complexe, puis de voir quel intérêt il y a à faire ce distinguo, et enfin en quoi il s'agit d'un éclairage majeur sur l'expérience traumatique, et comment leur prise en compte, leur évaluation et des interventions spécifiques en découlent. On pense notamment à des patients polymédiqués gardant des séquelles d'expériences traumatiques multiples. Mais là, ce sont mes deux collègues, le docteur Isabelle Roy et Sandra Mazaïra, qui compléteront ensuite mon propos. Alors, tout d'abord, il est important de rappeler que les conceptions habituelles du trauma sont adulto-centrées. En fait, avant de parler de trauma complexe, il a fallu attendre les années 80 et les travaux de l'américaine Léonore Terre à partir de l'observation d'enfants pour déterminer deux typologies de traumatisme différenciées en deux groupes. Les traumas de type 1, caractérisés par un événement unique, généralement circonscrit dans le temps, avec un début et une fin explicite, à partir de souvenirs détaillés, qui peuvent inclure des états de stress post-traumatique, liés par exemple à un incendie, une agression, une catastrophe naturelle. Voilà, on sait que le diagnostic de ces traumas se fait généralement avec un événement qui est bien repéré. À différencier, donc des traumas de type 2, qui sont associés à des événements comme des agressions sexuelles, des maltraitances physiques, mais qui sont répétés sur de longues périodes ou qui menacent de se reproduire. L'exemple le plus commun en est la maltraitance intrafamiliale. Mais la répétition de ces événements traumatiques n'est pas forcément évidente à repérer pour les professionnels de santé dans les anamnèses, l'amnésie dissociative pouvant faire barrage. Donc, le trauma de type 2 implique en fait une réaction adaptative au stress dans le temps qui est impossible face à un stress dépassé. Le trauma donc, de type 2 correspond en fait à un tableau clinique cumulatif, à une forme d'empilement de plusieurs vécus traumatiques répétés, prolongés, aggravés par des symptômes d'évitement émotionnel comme le déni, la dissociation, et son évolution se traduit par des troubles associés anxieux, dépressifs. Wilkinson décrit en 2017 assez bien cette différence sur le plan du raisonnement, différence entre trauma de type 1 et trauma de type 2. En fait, à la suite d'un trauma de type 1, une personne a encore une capacité de raisonner face à la peur, par exemple. Elle va pouvoir se dire, mais pourquoi aurais-je peur si cette situation est inoffensive? Alors que dans le cas d'un trauma de type 2, on obtient plutôt une logique immuable. J'ai peur, donc il doit y avoir forcément quelque chose à craindre. Et ce n'est pas un raisonnement forcément accessible pour l'entourage. De là, cette hypervigilance commune aux personnes ayant vécu un traumatisme de type 2
Hypervigilance qui reflète bien le fonctionnement quotidien de l'enfant en mode survie, qui pour se protéger d'un mode vécu comme profondément insécurisant, va anticiper toujours et toujours le danger. Mais des enfants peuvent présenter mutuellement des traumas aussi bien de type 1 et de type 2. Il arrive donc que des enfants, mais aussi des adolescents ou des adultes, présentent ces deux tableaux, car ben voilà, in fine, ces séquelles traumatiques se retrouvent aussi bien chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Pour résumer ce premier distinguo entre trauma de type 1 et de type 2, l'intérêt de ces appellations a pour mérite de mettre en évidence que finalement, ce sont généralement des traumas de type 1 qui sont identifiés, inventoriés de façon dominante et beaucoup plus rarement les traumas de type 2. Et pour être complet sur ce distinguo, il faudrait aussi faire référence aux travaux de Eldra Solomon et Kathleen Hyde, qui ont décrit en 1999 une troisième catégorie, les traumatismes de type 3. Cette catégorie correspond à des personnes ayant vécu des traumatismes multiples, envahissants et violents, ayant débuté pendant la petite enfance, et cela pendant encore une longue période. Une autre classification davantage axée sur la gravité de l'évolution de la symptomatologie traumatique faite par Judith Herman en 1992, alors professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, qui est plutôt d'orientation psychanalytique. Voilà, cette autre proposition de classification rejoint la précédente dans le sens où ce qu'elle décrit comme trauma simple rejoint le descriptif des traumatismes de type 1 de terre. Par contre, pour Herman, les traumatismes complexes correspondent à des situations de polyvictimisation avec des séquelles complexes, généralement suite à des co-occurrences de plusieurs formes de maltraitance. Et on est donc là face à un tableau d'expériences traumatiques multiples sur des périodes plus ou moins longues. Par exemple, avec des adultes présentant un tableau de troubles de stress post-traumatique complexe ou un DSNOS, traduit par trouble de stress extrême non autrement spécifié dans le DSM-5. On pourrait y rajouter aujourd'hui des troubles dissociatifs non autrement spécifiés ou le trouble dissociatif de l'identité, TDI, qui a été au centre de nos dernières journées d'études de la FTD en mars 2020. Donc là, pour Herman, les traumas complexes correspondent à des situations de victimisation chronique, le plus souvent dans des sphères différentes de leur vie, familiale, scolaire ou communautaire. Alors, que retenir des traumas simples pour mieux les différencier des traumas complexes? En fait, la notion de trauma simple, depuis son apparition, est une donnée psychopathologique adulto-centrée et qui a été référencée à l'enfant et au tout petit finalement depuis peu. Différentes conceptualisations psychopathologiques ont tenté de le décrire depuis la névrose traumatique jusqu'au trouble de stress post-traumatique, récemment également chez l'enfant de moins de 6 ans. Les catégorisations diagnostiques actuelles mettent en évidence différents tableaux traumatiques simples, qui sont en fait difficilement regroupables sous une seule appellation. De nombreuses études épidémiologiques confirment le niveau d'exposition élevé de toute la population à un traumatisme simple. Enfin, les études en imagerie fonctionnelle suggèrent que l'amygdale et l'hippocampe sont directement impliqués dans la pathophysiologie du trauma simple. Herman, toujours en 92, insiste particulièrement dans les cas de trauma complexe sur les répercussions à la fois sur l'identité et la personnalité. Voilà, cela a des périodes clés du développement et ces répercussions dépassent le cadre des symptômes de stress post-traumatique des traumas simples. Dans tous les cas, on va par exemple constater une exposition prolongée à des vécus traumatiques précoce, datant de la petite enfance, chronique sans qu'il soit possible, même temporairement, de s'en protéger, ainsi qu'une relation avec des parents gravement négligents, exerçant une maltraitance chronique, le plus souvent très précocement.
D'autres formes d'exposition à des situations traumatiques sont également observées dans d'autres contextes, par exemple suite à une captivité, un emprisonnement, ou lorsque la victime n'a aucune fuite possible et vit la situation dans une impuissance absolue, toujours dans des situations qui se sont répétées de façon prolongée dans le temps. Pour Herrmann, en 92, toujours, la répartition des symptômes en cas de trauma complexe correspond du point de vue nosologique à une constellation de répercussions avec des altérations de la régulation des affects. Elles se traduisent par des difficultés à réguler les émotions jusqu'à des préoccupations suicidaires chroniques, une sexualité compulsive, avec des altérations de la conscience. Elles correspondent à minima à une amnésie ou une hypermnésie, pour des événements traumatiques transitoires jusqu'aux troubles dissociatifs, de la déréalisation, des personnalisations, jusqu'aux situations de personnalité multiples, avec aussi des altérations de la relation à soi-même qui, tout ensemble, peuvent donner des allures schizophréniques alors qu'il ne s'agit pas de schizophrénie. Elles apparaissent là dans la continuité donc, des autres altérations par le développement de relations pathologiques à autrui, par exemple en se sentant stigmatisé, honteux, coupable, convaincu que personne ne peut les comprendre. Aussi avec des altérations dans la relation à la personne à l'origine de la traumatisation, comme par exemple celui de lui attribuer un pouvoir total en l'idéalisant, ou en étant dans une forme de gratitude paradoxale à son égard, ou en étant dans l'acceptation de son système de croyance, ou à l'inverse en ayant des ruminations de vengeance de façon un peu perpétuelle. Globalement, là, on observe des personnes qui, dès l'enfance, ont tendance à s'isoler, à être perturbées dans les relations intimes ou à chercher un sauveur, ou encore à répéter des échecs relationnels dans le but de se protéger. Courtois et Ford, en 2013, ont décrit d'autres séquelles, des altérations de la relation à la temporalité avec une difficulté à s'ancrer dans le temps, à envisager le futur, ou des troubles somatoformes. Là, il regroupe un large pan de la clinique psychosomatique, faisant penser à ce que Ajuria Guerra, dans les années 80, décrivait comme une désorganisation somatique, passagère ou permanente. Mais depuis, une méta-analyse, celle d'Afari et ses collègues, en 2014, qui a regroupé 71 études, ils ont démontré le lien existant entre polyvictimisation, accumulation de trauma et des pathologies médicales sans origine organique claire. Sur le plan de la recherche, les conséquences de cet empilement de vécu traumatique a pu être mis en évidence par l'étude ACE menée entre 1995 et 1997 par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et le département de médecine préventive de San Diego. Cette étude a confirmé un lien entre les traumatismes de l'enfance avec des problèmes de santé et des problèmes sociaux à l'âge adulte. En fait, cette recherche, elle a démontré que des expériences traumatiques précoces peuvent se retrouver chez des adultes souffrant de dépression, d'alcoolisme, de toxicomanie, de promiscuité sexuelle, de violences domestiques, de tabagisme, et ainsi aggraver les causes de décès prématurés, suite à des tentatives de suicide, par exemple. En fait, cette étude, elle a clairement démontré qu'il y a toute une détresse psychosociale qui est également associée au concept de trauma complexe. Vous l'avez compris, différentes pistes cliniques nécessitent donc d'être explorées pour favoriser une prise en charge adaptée des personnes souffrant de trauma complexe. Par exemple, en n'oubliant pas donc, que la notion de trauma complexe regroupe différentes réactions dépassant le cadre du traumatisme simple, même si elle peut l'englober par ailleurs. Notion récente, en fait, cette typologie diagnostique se décline en plusieurs appellations qui font d'elle une entité transnosographique observée dans plusieurs troubles psychopathologiques. Mal connue, elle peut malheureusement ne jamais être diagnostiquée chez des personnes souffrant d'une importante comorbidité comme un TDAH, des troubles psychosomatiques, une toxicomanie, des tendances suicidaires. En n'oubliant pas non plus
qu'elle est à l'origine d'un défaut diagnostique considérable. C'est là où l'on risque d'aboutir à des prises en charge thérapeutiques inappropriées, médicamenteuses par exemple, sans efficacité, alors que des prises en charge adéquates permettent à ces personnes d'être moins impactées par leur traumatisme et la souffrance récurrente associée. Les interventions à suivre du Dr Ouad, Sandra Mazaïra vous en donneront des exemples. Au total, on se rend compte de plus en plus que soutenir et aider des personnes souffrant de traumas complexes nécessite ce que les Nord-Américains appellent des pratiques sensibles au trauma, c'est-à-dire des pratiques professionnelles prenant en compte l'ampleur de ces traumas, la gravité des conséquences qu'ils entraînent, comme les besoins spécifiques qui en découlent pour ces populations. Mais pas uniquement spécifiquement dans le champ de la santé mentale, aussi bien dans le travail social, en protection de l'enfance, dans la justice. Mais cela implique vraiment un changement de culture pour, par exemple, éviter des retraumatisations comme des impasses ou des échecs thérapeutiques. Alors, j'ai commencé tout à l'heure à vous parler des traumas complexes comme d'un tableau clinique cumulatif. J'aurais pu aussi vous en parler comme d'un télescopage de pathologies psychotraumatiques, à la fois avec des interrelations, des enchevêtrements. C'est des enchevêtrements. Et c'est en tout cas ce qui peut ressortir de ce schéma récapitulatif des troubles psychotraumatiques, où se retrouvent en son centre, entouré en orange, les diagnostics psychiatriques les plus courants qui se réfèrent aux traumas complexes, TSPT complexe, des SNOS dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui reste la description du trauma complexe la plus courante. Et là, on mesure bien à la fois la complexité diagnostique, parce qu'il y a des formes de recouvrement d'autres troubles psychotraumatiques et d'autres diagnostics psychiatriques. En conclusion, comprendre les traumas complexes comme les troubles dissociatifs, ça revient donc surtout à garder une souplesse dans son approche en consentant quotidiennement à apprendre quelque chose de plus que ce qu'on a pu apprendre jusque-là. Et de ce point de vue, la distinction entre trauma simple et trauma complexe n'est et ne sera probablement jamais tranchée, car de nombreuses personnes peuvent présenter des symptômes des deux types. Donc le pluralisme épistémologique est exigé par l'approche des traumas complexes. Pour nous, revient surtout à ne pas considérer qu'il y a une théorie qui pourrait être dépassée ou une plus sérieuse qu'une autre. Enfin, ça ne sert à rien de les hiérarchiser. C'est plutôt, je crois, en faisant preuve d'ouverture et en créant des ponts épistémologiques que nous pourrons mieux comprendre et intervenir sur des situations liées à des traumas complexes. Et c'est là aussi on mesure combien il est nécessaire de comprendre, pour comprendre les traumas complexes, d'étudier les troubles dissociatifs. Enfin, on pourrait se demander si la traumatisation complexe est une notion universelle, sans particularisme culturel. Eh bien, la présentation à suivre de ma collègue Sandra Mazaïra devrait vous donner une réponse à cette question. Petit récapitulatif. Donc, on sait que la notion de dissociation est apparue à la fin du XIXe siècle et l'apparition du concept de trauma complexe date des années 90. On sait que les différentes théories qui envisagent des déterminants différents pour comprendre la survenue d'un trauma complexe sont nécessaires. Il n'y a pas une seule théorie qui peut tout expliquer. Enfin, les critères diagnostiques pour prendre compte des spécificités cliniques du trauma complexe sont nombreux et plus difficiles à évaluer que pour les traumas simples. L'épidémiologie du trauma complexe reste à ce jour très limitée, même si certaines données suggèrent que les populations concernées ont faiblement recours à des soins psychiques. L'imagerie fonctionnelle donne de nombreuses indications sur l'activité cérébrale liée aux troubles dissociatifs caractéristiques des traumas complexes. On n'aura pas eu le temps de l'aborder, mais il y a toute une littérature sur le sujet. J'aimerais juste terminer en vous parlant de nos prochaines journées AFTD qui auront lieu donc en mars 2021, qui auront cette année, l'année prochaine pour thématique les violences sexuelles au regard de la dissociation. Voilà, toutes les informations, inscriptions sont sur notre site aftd.eu.
et je vous remercie de votre attention.